Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors François Hollande vous a donné une leçon de pouvoir hier, une leçon de gestion sur France 2. Il considère que votre politique fiscale creuse les inégalités et que votre pari économique n'est pas le bon. Vous acceptez les leçons d'un ancien chef de l'État ? Non, mais tous les commentateurs ont raison de donner des commentaires. C'est un commentateur. Bien sûr, et je respecte les anciens présidents de la République. Je respecte de manière générale le passé politique de notre pays. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'avenir avec Emmanuel Macron. Il y a tout est faux dans ce qu'il explique hier soir, François Hollande. Il se demande pourquoi vous demandez des efforts aux Français, notamment aux retraités, alors que vous avez récupéré des marges de manœuvre budgétaires. Il se demande, lui, pourquoi justement vous demandez toujours des efforts aux Français, mais la question peut se poser. Je crois que François Hollande n'a pas changé finalement. Il y a 2200 milliards de dettes, c'est aussi son héritage. Il y avait un déficit qui était au-dessus de 3%, ça faisait 10 ans qu'il était au-dessus de 3%. Il y a un taux de prélèvement obligatoire sur des impôts qui sont les plus importants d'Europe. Il y a un taux de dépenses publiques qui sont les plus importants d'Europe. Ça, c'est son bilan à lui ? Oui, c'est le bilan de nombreuses années aussi avant lui, mais particulièrement à la présidence de François Hollande, il faut bien le dire. Je crois que ce que fait Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est plutôt amener les Français vers le chemin du redressement que celui de la cigale. Voilà. Vous avez l'air de considérer que c'est un non-événement. Vous en parlez avec un peu de condescendance. Non, je n'ai pas regardé le président de la République, François Hollande. Ça ne vous intéresse pas, donc ? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je n'ai pas pu le regarder. Alors vous lirez son livre ? Je lirai son livre, mais je lis beaucoup de livres, donc voilà, je le lirai parmi les autres. C'est un livre parmi d'autres, le livre d'un ancien chef de l'État ? C'est sérieux ? Ce sera sans doute un livre intéressant, mais ce ne sera pas forcément ma Bible, pour reprendre la métaphore que file le président de la République cette semaine. Alors pour l'année 2018, je le disais, vous prévoyez une croissance, une belle croissance, 2%. Qu'est-ce que vous allez faire de ces bons chiffres de l'économie française ? Nous sommes d'abord dans un niveau de croissance qui est meilleur que celui des années précédentes, c'est vrai, mais qui est en deçà de la moyenne des pays européens. Et nous sommes toujours un pays avec autant de dettes, et nous avons un déficit important, très important, parmi les plus importants de l'Union européenne. Et quand on est la France, et surtout lorsque l'on veut faire attention à ce qui pourrait arriver demain, c'est-à-dire une nouvelle crise économique, tout peut toujours arriver, il faut savoir mettre son courage à expliquer aux Français qu'il n'y a pas de cagnotte quand il y a 2200 milliards de dettes. Nous allons baisser les impôts, ce que nous faisons en supprimant la taxe d'habitation. Les Français le verront au mois d'octobre. Nous allons baisser les charges pour les entreprises, pour que les gens puissent être embauchés. Ça commence à être le cas. Le travail important qu'a mené Muriel Pénicaud sur les ordonnances travail et ce que nous faisons avec Bruno Le Maire pour baisser la fiscalité, ça permet de remettre les Français, me semble-t-il, sur le chemin de l'emploi. Et ça permet, me semble-t-il, d'avoir une parole européenne que le président de la République porte et qui nous aidera à régler les problèmes. Donc vous dites en gros, la croissance revient, on est content, mais il va falloir continuer à faire des efforts. C'est ça que vous dites aux Français ? Il va falloir continuer à faire des efforts et surtout, il va falloir continuer à baisser la dépense publique. Puisque si la dépense publique, le fait de donner de l'argent, était d'abord un gage de réélection, M. Hollande serait réélu aujourd'hui. Plutôt que de faire des livres, il serait président de la République. Il se serait même présenté à l'élection présidentielle, ce qu'il n'a pas pu faire. Et si la dépense publique réglait les problèmes de l'économie française, nous aurions 5% de croissance, ce qui n'est pas le cas. Et pour baisser la dépense publique, il faut aussi faire des économies, oui. Puisque la dépense publique continue de progresser, 54,4% du PIB en 2018 contre 53,9%, c'est ce que vous aviez prévu. Vous n'avez pas fait suffisamment d'économies. Alors, comment vous l'expliquez ? Nous avons fait des économies dans la Pas suffisamment par rapport à ce que vous aviez prévu ? Non, ce n'est pas vrai. En 2017, qui est une année, me semble-t-il, où il y avait deux gouvernements, le gouvernement que M. Hollande présidait et celui d'Emmanuel Macron, nous avons essayé de freiner la dépense. Nous avons freiné la dépense. Je suis même venu sur votre plateau pour expliquer que nous avons fait l'été dernier 5 milliards d'économies. Les Français s'en rappellent peut-être. J'ai notamment baissé le montant des APL, refusé de dégeler un certain nombre de crédits, notamment des crédits militaires. Et ça a été à l'époque une polémique. Aujourd'hui, on voit que ces économies nous permettent d'avoir une politique qui permette de baisser les impôts. Il va falloir cette année continuer à baisser la dépense. Nous dépensons 2 fois moins que sous le gouvernement précédent, mais ce n'est pas encore assez. Et il va falloir continuer à faire ces efforts. Mais vous dites, nous baissons les impôts. L'exécutif prévoit à la hausse sa prévision du taux de prélèvement obligatoire à 45% du PIB en 2018 contre 44,3% anticipés auparavant. Donc quand on regarde les chiffres, on se dit les taux de prélèvement obligatoires, ils ne baissent pas. Alors le taux de prélèvement obligatoire, ce n'est pas obligatoirement les impôts. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est les recettes globales que nous avons de fiscalité. Et quand l'économie va mieux, il y a plus de recettes. Il y a plus de recettes de TVA, qui est le premier impôt que la France touche, si j'ose dire, que les caisses de l'État engrange lorsqu'il y a une augmentation de la croissance. L'objectif reste le même jusqu'à la fin du quinquennat. Nous avons voté un budget où nous supprimons des impôts. C'est le cas de la taxe d'habitation pour tous les Français, 80% d'ailleurs dès le mois d'octobre, puis pendant le quinquennat. Nous baissons l'impôt sur les sociétés.
nous baisserons les charges. L'année prochaine, ce sera 0 charge pour quelqu'un qui est embauché au SMIC. Et ça, cette baisse de la fiscalité, elle doit encourager les Français à avoir plus de pouvoir d'achat, les entreprises à embaucher. Justement, un mot sur le pouvoir d'achat. Les mesures comme la hausse du prix du tabac, des carburants, comme la CSG, la hausse de la CSG pour les retraités, ont-elles impacté le pouvoir d'achat des ménages sur la première partie de l'année ? Nous verrons ça à la fin de l'année 2018, mais il me semble que vous parlez de choses très différentes. Il y a d'abord le tabac. Fumer, ce n'est pas bien. Et en l'occurrence, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte à l'État. Ouais. Et je crois que les comportements des Français doivent changer. Et c'est pour ça que nous augmentons le prix du tabac. C'est pour essayer d'empêcher les Français de fumer. Oui, je pense que tout ça, tout le monde l'avait bien compris. Oui, hein. mais il faut le répéter parce que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année. Oui, ce sont des prélèvements qui s'ajoutent à la fin du mois pour les gens, pour les ménages français, vous le savez bien. On a le choix de ne pas fumer. Oui. On a le choix de ne pas fumer. Et ceux qui ne fument pas payent, excusez-moi d'être un petit peu cynique, mais payent notamment pour ceux qui fument, puisque ça nous coûte 3 fois plus cher pour la sécurité. L'INSEE parle d'une baisse de 0,4% du pouvoir d'achat entre janvier et mars. Est-ce que c'est lié à ces mesures-là ? Ces augmentations, je ne le crois pas. Ces augmentations et l'augmentation du diesel, qui effectivement est une augmentation raisonnable, parce que par ailleurs, il y a des primes de transition pour que les gens puissent changer de véhicule ou changer d'habitude. C'est sans doute la mesure la plus difficile, mais la plus importante, parce qu'il y a un certain nombre de scandales, notamment autour des particules fines. Et puis, il y a les mesures autour de la CSG. En effet, dès le mois d'octobre, les Français verront une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur feuille de salaire. Ça coûte combien à la France, la grève de la SNCF ? Je ne sais pas. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de grève. Ça coûte toujours moins cher, effectivement, à l'économie française, mais je ne sais pas. On le saura ? On peut toujours, à la fin d'un conflit, regarder ce que ça nous a coûté. Ça n'est pas un sujet pour l'activité économique française ? Ce qui est un sujet, c'est aujourd'hui la façon dont fonctionne aujourd'hui notre grande entreprise publique qui est la SNCF, qui ne permet pas toujours aux Français d'être à l'heure à leur travail, ne permet pas toujours le développement économique de nos territoires. Et donc, il faut savoir faire une réforme, même si elle est difficile, même si elle est courageuse, pour les Français et pour les usagers. La reprise de la dette, c'est hors de question, c'est ce qu'on dit à Bercy ? Non, la reprise de la dette, ce n'est pas un préalable. La SNCF fait 2,5 milliards à 3 milliards de dettes par an. Et si, sur votre plateau, je le disais ce matin, nous reprenons la dette, les 50 milliards de dettes, et dans 10 ans, vous inviterez le prochain ministre du Budget qui constatera qu'il y a 30 milliards de dettes et vous lui direz « mais alors vous ne prenez pas cette dette ?» Donc d'abord, faisons la transformation de l'entreprise pour les usagers et pour les Français. Mettons fin à cette spirale incroyable de dettes et faisons comme les Allemands, une grande entreprise publique, pas privatisée, mais qui rend des grands services aux usagers. Comment allez-vous faire pour instaurer la retenue de l'impôt à la source sans la bonne volonté des PME, des artisans, des commerçants qui ont lancé une pétition pour expliquer que gérer les impôts, ce n'est pas leur boulot? Alors d'abord, les entreprises françaises, elles collectent déjà l'impôt. Elles collectent la TVA, elles collectent la CSG, elles collectent les cotisations, chacun voit sur ses feuilles de salaire. Deuxièmement, moi j'entends que des chefs d'entreprise, notamment les plus petites entreprises, peuvent avoir des difficultés. Vous allez les aider? Je les ai d'abord en partie aidés en repoussant d'1 an le prélèvement à la source, qui est quand même une grande mesure de soutien aux salariés. Vous avez 7 millions de Français qui tous les ans voient plus de 30% de changement et payer ces impôts 1 an après, c'est négatif pour eux. Et nous allons aider les entreprises, évidemment, en prenant en charge des frais de communication, mais aussi en n'appliquant pas des sanctions qui avaient été prévues. Merci beaucoup Gérald Darmanin, c'est à vous Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.